Bonjour et bienvenue dans cette série spéciale Vacances estivales. Nous sommes en août, certains d'entre vous m'écoutent peut-être sur la route des plages, d'autres en savourant ou en pestant contre le chant des cigales, ça dépend de quel côté de la France on se place. Mais dans tous les cas, à l'heure des grandes chaleurs, nulle envie d'aller au charbon, comme nous l'avons vu la semaine dernière, mais plutôt des envies d'évasion, n'ai-je pas raison? C'est bien pour cela que je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi à la suite de quelques autrices et auteurs sur les traces de leurs vacances à eux. Aventureuses, rêveuses, poétiques, dépaysantes, elles nous permettront de voyager nous aussi et de redécouvrir ensemble quelques pages savoureuses qui sentent bon les effluves marines et embaument l'aventure. J'espère que vous êtes prêts à me suivre parce que dans l'épisode du jour, nous allons nous glisser dans les bottes de Jack Kerouac pour le suivre dans son grand périple en Europe, qui nous relate dans son grand voyage en Europe. Oui, le texte s'appelle comme ça. On fait comme on peut, mais en tout cas, vous me connaissez. Avant cela, on revient brièvement sur sa biographie avant de le suivre dans un de ses périples. Aujourd'hui, donc, les dessous de la littérature vous emmènent sur les routes d'Amérique, entre autres, et ensuite en Europe, dans le siège d'un écrivain dont le nom est devenu synonyme de liberté, de vagabondage et d'insouciance rebelle. Bienvenue à toutes et à tous dans l'univers de Jack Kerouac, prophète de la Beat Generation, mais aussi homme tourmenté, catholique mystique, poète secret et figure ambiguë d'une Amérique en pleine mutation. Jack Kerouac, c'est avant tout l'histoire d'un déracinement puisqu'il naît le 12 mars 1922 à Lowell dans le Massachusetts, c'est très difficile à dire, au sein d'une famille canadienne-française originaire du Québec. Sa langue maternelle est donc le français, un détail souvent méconnu. Et ce n'est qu'à l'âge de 6 ans qu'il commence à apprendre véritablement l'anglais. Mais l'enfance de Kerouac est marquée par un drame fondateur, la mort de son frère aîné, Gérard, à l'âge de 9 ans. Un événement qui hante Jack toute sa vie et nourrit cette nostalgie métaphysique qu'on retrouvera dans ses romans. Adolescent, il brille surtout par un domaine inattendu. Et oui, vraiment très inattendu puisque c'est le football américain. Ce sport lui offre une bourse à l'université de Columbia, à New York, mais assez rapidement, il faut quand même dire qu'il délaisse les terrains pour fréquenter les cafés enfumés, un petit peu moins propices à la bonne oxygénation des poumons, les jazz clubs de Harlem et la bohème littéraire de Manhattan. Et c'est là qu'il rencontre ceux qui deviendront les piliers de la Beat Generation. Allen Ginsberg, poète incandescent, et William S. Burroughs, figure sombre et provocatrice. La Beat Generation, c'est plus qu'un mouvement littéraire puisque c'est également une quête existentielle d'une certaine manière, un refus du conformisme, une recherche d'absolu par l'errance, le jazz, la drogue aussi, le bouddhisme, et donc souvent des excès destructeurs. Mais revenons à Kerouac. En 1947, Jack embarque dans un périple mythique à travers les États-Unis avec son ami Neal Cassady, celui qui deviendra le personnage de Dean Moriarty dans son ouvrage le plus connu Sur la route. Pendant 3 semaines frénétiques, Kerouac tape le premier jet de ce roman sur un rouleau de papier de plus de 36 mètres de long, d'une traite, sous amphétamine. Il appelle ça la spontaneous pose, une écriture rythmée comme un solo de saxophone, sans filet et sans révision. Sur la route ne sera cependant publié qu'en 1957, après de très nombreux refus. Mais le choc est immédiat. Kerouac devient le porte-voix d'une génération avide de liberté, en rupture avec l'Amérique conservatrice des années 50. Mais derrière l'icône médiatique, l'homme a aussi ses fissures. Kerouac est un catholique fervent, tiraillé entre son goût du vagabondage, ses excès et son désir d'ordre, entre l'appel des routes infinies et le besoin de rédemption. Ce qui fait qu'avec le succès vient aussi l'ombre, l'alcoolisme, la marginalisation, la dépression. Il écrit, encore et beaucoup, Les Clochards Célestes, Big Sour, Dr. Sax, Tristessa, des romans hantés par cette tension entre l'élan mystique et la déchéance physique. Le 21 octobre 1969, à 47 ans, Kerouac meurt d'une hémorragie interne due à l'alcool. C'est la fin d'un voyage, mais le début d'une légende. Avec Jack Kerouac, on découvre l'Amérique qui doute, celle qui est prise entre ses propres contradictions, entre l'Amérique aux tendances parfois puritaines et celle où tout est permis. C'est l'adolescent mélancolique sous la carcasse du beatnik, c'est un écrivain plus profond, plus spirituel et plus complexe que l'image rebelle qu'on lui colle trop souvent. Il laisse derrière lui une œuvre fragmentée, parfois inégale, mais toujours traversée par cette faim insatiable d'absolu, cette quête que Jack résumait lui-même par ces mots. Ouvrez les guillemets, parce que le seul peuple qui m'intéresse est celui qui a la démence de vivre.
Je vous propose à présent de partir avec moi et avec Jack sur les routes de l'Europe. Alors vous allez voir, ça va être un petit peu tumultueux et aventureux, tout à son image donc. C'est une histoire qu'on connaît peu, même chez les fans de Kerouac. On pense surtout à la route aux États-Unis, aux routes interminables donc, mais en 1957, Jack Kerouac prend le large. Lui, l'écrivain des grands espaces américains, décide de partir en Europe. Il en tirera un texte magnifique, peu publié de son vivant, intitulé Grand voyage en Europe. C'est l'occasion rêvée de partir avec lui et de s'évader, entre cargo, tempête, errance à Tanger et flânerie parisienne. Allez, fermez les yeux, je vous embarque. Nous sommes en février 1957, et il nous dit « J'ai économisé sou par sou, et soudain, j'ai tout dépensé dans un grand et merveilleux voyage en Europe. Il me fallut plusieurs mois, mais je finis par me payer la traversée sur un cargo yougoslave qui partait de Brooklyn Bouche Terminal en direction de Tanger. » Jack embarque donc à bord d'un cargo yougoslave direction l'Europe en passant par l'Atlantique. Lui, qui rêvait des mers calmes, va assez vite déchanter, parce que sur le navire, la tempête éclate. Pendant 3 jours, elle se déchaîne. Les vagues frappent les flancs d'acier du cargo. Kerouac tangue, pris dans les roulis, malade, impuissant. Écoutez ces mots, il les écrit à bord. Je me tenais sur le pont, la houle me giflait le visage. Je m'accrochais à la rambarde comme un naufragé. Je priais intérieurement pour que la tempête cesse. Mais les vagues semblaient rire de mes prières. Il est plus humble face à la mer qu'il ne l'a jamais été face aux routes. Et durant ce voyage, entre la houle et les tempêtes, Jack se livre également à un délicieux accès de paranoïa à propos d'une autre passagère. Une seule autre passagère est avec lui sur ce cargo, qu'il décrit comme suit. Une femme, d'une 40aine d'années, laide, portant lunettes, une yougoslave, ou plutôt, certainement, une espionne russe venue de derrière le rideau de fer pour pouvoir étudier secrètement la nuit mon passeport dans la cabine du capitaine et le falsifier. Et en fin de compte, je n'arriverai jamais à Tanger, on me cachera en fond de cale jusqu'en Yougoslavie et personne n'entendra plus jamais parler de moi. Plus loin, il poursuit, un petit peu lucide sur ce qui est en train de lui arriver. Je commençais à m'absorber dans des rêveries de paranoïaque à rebours. Je m'imaginais qu'ils se réunissaient en conclave près de la lanterne marine qui oscillait au gaillard d'avant et disait « Oh, cette ordure de capitaliste américain qui est à bord est un Jonas. C'est à cause de lui qu'il y a eu une tempête. Jetons-le par-dessus bord. » Bref, c'est une traversée relativement infernale, mais enfin, après plusieurs semaines, la Terre est enfin en vue. Le cargo accoste d'abord au Portugal, puis met cap vers l'Espagne. Kerouac passe par Gibraltar et arrive enfin à Tanger. À Tanger, il y retrouve un ami, Bill pour William Seward Burrough, avec qui il déambule 2 jours pour admirer l'architecture, les ruelles, la Casbah. Ou de nuit pour des activités moins pleines de probité, c'est-à-dire pour aller voir des prostituées et ensuite fumer de l'opium. Heureusement qu'il nous précise qu'il s'agit là d'une préparation maison. Quelques paragraphes plus loin, Kerouac se reprend, presque comme s'il se donnait une petite tape sur la main, et il y dit « Mais enfin, il y a autre chose au Maroc que des promenades avec Bolo et des entrevues dans ma chambre avec des prostituées. J'ai aussi fait de longues randonnées à pied, tout seul. Je me suis assis sur la plage. 3 petits points. » On retrouve dans ses pages sur Tanger tout ce qui fait sa réputation relativement sulfureuse. Il prend un nombre de substances en effet assez hallucinant et il nous les détaille dans une liste à la Prévert. 2 points, ouvrez les guillemets. Pour écrire, pour dormir et pour penser, j'allais au drugstore local et j'achetais de la sympathine pour m'exciter, du diosan pour le rêve, à la codéine et du sonéril pour dormir. En outre, Burroughs et moi achetions également de l'opium à un gars et nous préparions des pipes maison avec de vieux bidons à huile d'olive. Le lendemain, nous mélangions du hashish et du kiff avec du miel et des épices et nous faisions de gros gâteaux majounes que nous mastiquions lentement. Malgré les délices de Tanger, il la décrit cependant comme étant parfois intolérablement morne, aucune vibration. Le phare, de la ville, au loin, projette ses lumières sur sa chambre. Là-bas, dans une autre anse de la baie, le phare tournait, envoyant son rayon lumineux sur ma terrasse, 20$ par mois, pivotait, balayait les collines berbères, retentissaient des flûtes plus étranges et des tambours toujours plus mystérieux, et s'en allait au loin, vers les Hespérides, dans l'obscurité amollissante qui mène à l'aube, au large de la côte d'Afrique.
Jack poursuit ensuite par un bateau pour Marseille, qui lui réserve bien des surprises. Si jamais vous prenez le bateau de Tanger à Marseille, n'allez jamais en 4ème classe. Oui, parce que me croyant un globetrotter avisé, j'avais voulu économiser 5$. Mais quand je montais à bord le lendemain matin, à 7h, on me dit aussitôt d'attendre. Après être allé au renseignement à plusieurs reprises, j'appris qu'on ne m'avait pas assigné de couchette et que rien n'avait été prévu pour mes repas. J'étais pratiquement un passager clandestin. Finalement, j'avisai une couchette que personne ne semblait utiliser et je me l'appropriai, demandant d'un ton courtois au soldat qui était à côté « Y a quelqu'un ici ?» Il ne prit même pas la peine de me répondre. Il se contenta de hausser les épaules, pas nécessairement à la française, non, le haussement d'épaules européen qui exprime la lassitude du monde et de la vie. Kerouac effectue donc sa traversée, houleuse encore une fois, en compagnie, cette fois, d'une partie de l'armée française, dont, dit-il, la moitié avait dégobillé par terre, et il était impossible de marcher sans glisser. Heureusement, soudain, un petit avant-goût de ce que je cherchais en France, où je n'étais jamais allée, me parvint par l'intermédiaire des haut-parleurs du bateau. Une chanson intitulée Mademoiselle de Paris. Et tous les soldats français qui étaient sur la plage avant, assis contre le bastingage ou derrière des cloisons pour se protéger du vent, prirent alors un aspect romantique et se mirent soudain à parler avec chaleur de leur fiancé qui les attendait au pays. Et tout parut soudain évoquer Paris. Enfin. Le chant du rossier blanc, douce brise du soir, caresser son épaule. Jack arrive finalement à Marseille et de là, il continue son périple à travers la France, en stop ou en car, finalement jusqu'à atterrir à Paris. Sa première étape est à Aix-en-Provence, car il souhaite humer le même air qu'a respiré Cézanne. C'est le pays de Cézanne et tout lui évoque ses toiles, jusqu'aux grands arbres de Cézanne au fond, des pommiers, des saules. Puis, il pousse jusqu'à Arles, où ce sont là les arbres de Van Gogh qui l'accueillent, selon ses mots. Enfin, après un voyage en train, il arrive à Gare de Lyon, à Paris, ce Paris qu'il a tant rêvé. À Paris, Kerouac flâne. Il nous décrit la foule qui passe devant lui, qui est attablée dans un café, au milieu des ouvriers. Il fait également de longues promenades à pied sur les boulevards avec une fiasque de cognac. Il rencontre la cohue parisienne, les problèmes pour se loger, des matrones mal peignées qui disent « complet » d'un ton glacial quand je leur demande une chambre non chauffée, pleine de cafards, dans la pénombre grise de Paris. Mais son coup de cœur, c'est assurément Montmartre, qui est l'endroit où il s'installerait s'il devait venir vivre à Paris. Le Sacré-Cœur lui fait grande impression, et il dit « Peut-être est-elle la plus belle de toutes les églises, enfin, si vous avez un cœur rococo comme le mien. » Un de ses grands dépaysements par rapport à sa culture natale, ce sera, de manière assez inattendue, le métro parisien. Car oui, la RATP actuelle serait bien flattée de savoir que Kerouac l'a trouvé immaculé et extraordinaire. Il nous décrit avec beaucoup d'admiration une des publicités du métro. Imaginez en Amérique une réclame pour le vin montrant une fillette de 10 ans toute nue, coiffée d'un chapeau de paille, enroulée autour d'une bouteille de vin. Et ces extraordinaires plans du métro qui s'allument et vous montrent votre chemin. Contre toute attente, il conclut donc, après le début avec des problèmes de logement et de cafards, Paris, un coup de poignard en plein cœur tout compte fait. Sans doute que le Louvre n'y est pas pour rien, puisque la description des toiles qu'il admire, de Rembrandt à Goya, en passant par Degas ou Van Gogh, occupe plusieurs pages. Bon allez. Et si je suis de bonne foi, il me faut aussi confesser que la description des menus et des pâtisseries qu'il y goûte occupe également un certain nombre de paragraphes. Comme ce passage, savoureux dans tous les sens du terme. Pour la première fois de ma vie, je suis submergée par une sensation gustative. Une crème épaisse et brune au mocha couverte d'amandes coupées en tranches et un petit soupçon de pâte, mais si relevée que ma bouche et mon nez sont subjugués par son arôme. On dirait un mélange de bourbon et de rhum avec du café, de la crème. Vite! Je rebrousse ce chemin et en achète un second que je déguste avec un petit express bien chaud dans un café en face du théâtre Sarah Bernhardt. C'est son dernier souvenir de Paris, puisqu'il part ensuite pour l'Angleterre, Londres, précisément pour encaisser un chèque chez un éditeur, fameux prétexte au voyage. D'ailleurs, durant son voyage, les aventures bien évidemment ne le quittent pas, puisqu'il est arrêté par la douane, qui le prend pour un vagabond et lui répond
Après qu'il lui racontait le récit de son périple, enfin, nous ne voyons vraiment pas ce que vous faisiez au Maroc ou en France, ni ce que vous venez faire en Angleterre avec 15 shillings. Oui, parce qu'en réalité, cette somme est relativement dérisoire, il n'est pas rasé, il est relativement hirsute avec un vieux sac à dos tout sale, et ce qui fait qu'il se sort finalement d'une potentielle garde à vue par un magazine qu'il avait sur lui et qui lui permit d'attester de son identité et de sa profession d'écrivain. Son périple se termine alors par le British Museum, et enfin, il reprend le train dans les dernières pages de ce récit qui va le mener à Southampton, finalement. Sa conclusion, on aurait pu s'en douter, c'est donc de reprendre la route et de rester en mouvement. Alors cet été, où que vous partiez sur une plage dans une ville étrangère ou simplement en rêverie chez vous, pensez à Jack, accroché à son cargo, grelottant sous les embruns et murmurant ses prières à l'océan déchaîné. L'Europe m'a donné la mer, l'Amérique m'avait donné la route, je ne sais pas encore laquelle je préfère.